Alors, tout de suite, le comportement du producteur. D'abord, dans l'analyse microéconomique, le producteur, c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise. Il n'y a pas de distinguo particulier. La personnalité de l'entrepreneur n'existe pas en soi et il est confondu avec son entreprise. Ce producteur est réputé rationnel, donc avoir un comportement qui est à la fois finalisé, c'est la définition de la rationalité, le comportement du producteur est finalisé, et il va essayer d'utiliser les moyens les plus efficients, les moins coûteux, pour atteindre sa finalité. Donc la finalité du producteur, c'est maximiser le profit, donc rendre le profit maximal par ses décisions concernant le volume de production et la combinaison de facteurs. Donc ça, c'est son objectif. On peut dire aussi que pour arriver à maximiser le profit, eh bien, il va être dans l'obligation de minimiser les coûts, puisque notre producteur, en économie de marché concurrentielle, ne peut pas influencer le prix, puisque le prix est un prix de marché. Donc chaque producteur est price taker, preneur de prix, et non pas price maker, faiseur de prix. Donc il ne peut pas augmenter son bénéfice simplement en manipulant le prix, puisque ce n'est pas possible. Donc la seule manière de faire pour le producteur, c'est d'agir sur le coût, et quand il baisse le coût, effectivement, il augmente son profit unitaire. Le comportement du producteur, un petit peu comme ce qu'on avait vu avec le consommateur, eh bien, est un comportement sous contrainte de ressources. C'est-à-dire que pour agir, il va être dans l'obligation de compter sur des ressources rares. L'équivalent du budget et du revenu pour le consommateur, eh bien là, c'est le budget pour le producteur, c'est-à-dire la somme qu'il va pouvoir mettre pour financer une décision de production. Alors, quels sont les problèmes que le producteur doit résoudre dans ce contexte d'hypothèse? Il doit d'abord, évidemment, décider ce qu'il va produire, quel type de bien il va produire, biens de consommation, biens de production, et dans les biens de consommation, quel type de biens de consommation. Il doit ensuite décider quel volume produire le bien choisi. Et donc ce volume, il ne se fait pas essentiellement en fonction de la taille d'une demande espérée, mais en fonction de caractéristiques techniques, de caractéristiques qui relèvent de la fonction de production, justement. Donc quel volume produire, et tout de suite après, évidemment, comment produire le volume décidé, c'est-à-dire avec quel facteur de production et quelle association donc de facteurs de production, c'est-à-dire ce que l'on appelle la fonction de production. Donc quoi produire, quel volume produire, comment produire, et enfin, à quel coût produire, puisqu'effectivement, je vous rappelle que le problème essentiel du producteur, c'est la maximisation du profit. Et encore une fois, le coût est essentiel dans un univers où on ne peut pas toucher au prix. Donc voilà l'ensemble des problèmes et des questions auxquelles l'entrepreneur doit apporter une réponse. Alors on peut décomposer plus finement ce problème de l'entrepreneur en disant que d'abord l'entrepreneur est amené à prendre une décision économique. Sa décision économique, c'est de déterminer les niveaux de production qui permettent de couvrir les coûts. C'est le minimum qu'il puisse faire, déterminer le niveau de production qui permette de couvrir les coûts. C'est ce qu'en gestion on appelle le seuil de rentabilité d'ailleurs. Donc à un niveau de production minimal, en dessous duquel l'entreprise non seulement ne maximise pas le profit, mais perd de l'argent. Un problème technique, ce problème technique, c'est déterminer la fonction de production la moins coûteuse pour chaque niveau de production. Donc une fois qu'on a décidé quel volume de produit on en allait réaliser, on décide comment on va le faire, c'est-à-dire avec quelle association, pour faire simple, entre le capital et le travail. Et puis, à niveau décisionnel, choisir le niveau de production qui va lui permettre de maximiser le profit, puisqu'encore une fois, c'est son objectif. Alors donc on travaille à la fois sur les problèmes à résoudre, concernent la quantité à produire, concernent le coût de production à minimiser, et concernent le type de combinaison de facteurs de production que
l'entrepreneur va choisir. Pour résoudre tous ces problèmes, il existe des outils qui sont fournis par la microéconomie. Donc c'est ce qu'on appelle des fonctions de coût et des fonctions de production. Alors, l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est précisément de parler plus en détail des fonctions de production. Alors, les fonctions de production, elles nécessitent qu'on fasse un petit détour sur la notion de facteur de production. On peut donner cette définition de la production. Produire, c'est combiner des facteurs de production. Combiner voulant dire associer, ce qui suppose que ces facteurs de production sont de nature complémentaire. Alors pour l'entrepreneur, eh bien l'entrepreneur, lui, il va choisir la combinaison la plus efficiente. Efficiente, ça signifie qui coûte le moins cher possible. C'est la solution qui rapporte le plus pour le coût minimal, si vous voulez. Donc l'entrepreneur choisit la combinaison la plus efficiente pour un volume de production donné. Ce qui suppose, bien entendu, que pour un volume de production donné, il existe plusieurs combinaisons de facteurs de production. Et encore une fois, parmi ce choix de combinaison de facteurs de production, le rôle de notre entrepreneur va être de choisir celle qui est la plus efficiente, donc la moins coûteuse. Alors, la typologie des facteurs de production, la typologie la plus classique, c'est de présenter tout simplement les trois facteurs de production essentiels, le travail, le capital technique, donc c'est celui qui est mis en œuvre par l'entreprise, et enfin la terre. Il faut parler de ce facteur de production particulier, notamment dans tout ce qui est activité agricole. Alors, voyons maintenant qu'on a expliqué la combinaison de production, ce qu'il en est de la fonction de production. Alors la problématique de la fonction de production, eh bien, est la suivante. C'est une fonction mathématique, cette fonction de production, qui va relier un volume produit, une quantité produite, ce qu'on appelle des outputs, aux quantités des différents facteurs utilisés. Et on va parler d'entrants pour ces facteurs utilisés ou d'input. Donc je répète, fonction mathématique qui met en rapport ce que l'on produit et les moyens utilisés pour le produire, c'est-à-dire les facteurs de production utilisés. Alors cette combinaison des facteurs, eh bien, il en existe toujours plusieurs. Vous allez comprendre le problème. Pour fabriquer du textile, pour fabriquer des vêtements, pas du textile, ce n'est pas le tissu dont il s'agit, mais du produit final. Pour fabriquer des vêtements, on a deux solutions, avec tous les intermédiaires. La première solution, c'est un artisan qui fait tout à la main. Donc là, la combinaison de production, ce sera quasiment pas de capital et que du travail. Et puis, dans les pays très développés, quand on relocalise dans les pays très développés la production de vêtements, eh bien, la production est totalement automatisée, assistée par ordinateur, et là, on a très très peu de travail, parce que le coût est élevé en Occident, et beaucoup de capital. Donc on le voit, pour produire quelque chose, la quantité de quelque chose, il existe toujours différentes associations de capital et de travail. Évidemment, il ne s'agit pas du même capital, il ne s'agit pas du même travail. Capital très sophistiqué ou très simple, banalisé d'un côté, ou travail relativement peu qualifié ou extrêmement qualifié de l'autre côté. Alors il s'agit de choisir le niveau optimum de production et c'est précisément l'objectif de la fonction de production que de déterminer la meilleure combinaison de facteurs de production, celle qui est la moins coûteuse, la plus efficiente, je vous rappelle donc tous les équivalents de cette expression, et qui va donner le niveau maximal de production. Donc combinaison de facteurs pour un niveau optimum de production. Alors quelle est la forme mathématique standard ou générale de la fonction de production? Normalement,
je devrais avoir mon volume, ma quantité, Q, qui est fonction de la quantité de travail, L, de la quantité de capital, K, de capital fixe, de ma quantité de capital circulant, CI, et de la quantité de ressources naturelles, de matières premières si vous préférez, R. Hein, je devrais avoir une fonction de production donc à 4 facteurs, puisque le résultat dépend de la combinaison de ces 4 facteurs. Pour simplifier, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, nous utilisons des fonctions beaucoup plus simples du type Q égale F de K et de L, c'est-à-dire que ma fonction de production ne prend en compte que la combinaison des 2 facteurs essentiels qui sont le travail et le capital. On fait l'économie du capital circulant. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il est évident qu'il en faut. Donc c'est une constante, quelle que soit la quantité de capital, quelle que soit la quantité de travail. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir distinguer ce qui se passe à court terme de ce qui se passe à long terme, du point de vue de la fonction de production. Alors la fonction de production de court terme, d'abord, quelles sont ses caractéristiques ? Eh bien, sur courte période, ma fonction de production Q égale F de K et de L, eh bien, on va pouvoir la simplifier puisqu'il est réputé sur le court terme que seule la quantité de travail peut changer. Je ne peux modifier sur le court terme que la quantité de travail. Alors le court terme, c'est une période qui est inférieure à 1 an en économie, en règle générale. Ce qui signifie que la quantité de capital fixe, elle, ne va pas pouvoir varier sur cette période. Donc, la seule possibilité d'agir sur ma combinaison de facteurs, c'est de modifier la quantité de travail. Donc, la fonction de production de court terme va être du type Q égale F de L, c'est-à-dire que la quantité produite à court terme est directement liée à la quantité de travail utilisée pour un niveau de capital technique donné. Pourquoi donné ? Parce que, encore une fois, par hypothèse, il ne peut varier sur le court terme. Donc Q égale F de L, ce qui est l'expression la plus minimale d'une fonction de production. Alors, on peut prendre un exemple, il faut prendre un exemple pour tout de suite montrer ce que ça donne. Donc, on prend les quantités physiques du facteur de production A, et A représente le travail sur le court terme. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe quand on utilise, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures de travail ? Alors, la production totale réalisée, avec ces heures de travail, est mentionnée dans la deuxième colonne. Ainsi, 1 heure de travail produit 8 unités de production, et 2 heures de travail va en produire 24. Avec ces données, il m'est facile de calculer une production moyenne. J'additionne donc les quantités produites, ou plus exactement, je prends la production totale et je le divise par le nombre d'heures de travail utilisées. Ainsi, pour 2 heures de travail, j'ai une production de 24 unités, ce qui veut dire 24 divisé par 2, que la production moyenne est de 12. Donc ça ne pose aucun problème de calculer cette production moyenne. Et puis on peut calculer ce que l'on appelle la productivité marginale du travail. C'est-à-dire que je vais regarder, par exemple, combien a produit ma 3e unité de travail. Eh bien, ma 3e unité de travail utilisée, ma 3e heure de travail, elle a produit ce qu'a produit les 3 unités de travail ensemble, c'est-à-dire 34, moins ce qu'ont produit mes 2 premières unités de travail ensemble, c'est-à-dire 24, 34 moins 24, c'est 10, et ce 10, c'est quoi ? C'est la production réalisée dans ma 3e heure de travail. Puisque 2 unités de travail ont produit 24, 10 pour la 3e, 3 unités de travail ont produit 34, c'est-à-dire 24 plus 10. Donc là, j'ai calculé ma productivité marginale, c'est-à-dire la production supplémentaire réalisée par une unité supplémentaire de travail. Alors, avec ça, on peut représenter donc ces courbes de production totale, de production moyenne et
de productivité marginale. Alors ça donne ce résultat. La grande courbe représente la progression de la production en fonction du nombre d'heures de travail utilisées. Celle-ci représente la production ou la productivité moyenne. Je vous fais remarquer que dans ce cas, production et productivité sont des termes identiques. Pourquoi ? Parce qu'on parle du facteur travail. Donc production et ou productivité moyenne sur cette deuxième courbe. Et la troisième courbe, celle qui est le plus près de l'axe des abscisses, eh bien, est la courbe de productivité marginale. Hein, et on voit bien combien produit une unité, une heure de travail, 2 heures de travail, 3 heures de travail, etc. Donc on a représenté les trois courbes à l'aide des données dont on disposait. Alors quel commentaire on peut faire sur cette fonction de production de court terme ? On s'aperçoit que les rendements marginaux, c'est-à-dire ce qui se passe sur la courbe de productivité marginale, que les rendements marginaux vont croissant jusqu'à environ 2 unités de travail. Et qu'ensuite, ces rendements marginaux diminuent. C'est-à-dire que les heures de travail supplémentaires utilisées, après 2, eh bien, produisent moins que les heures de travail utilisées avant 2. C'est ça la signification de rendements marginaux décroissants. Donc en gros, c'est décroissant, c'est croissant jusqu'au point P1, et c'est décroissant ensuite. Deuxième commentaire, la courbe de productivité marginale, la même que tout à l'heure, celle qui passe par P1, va couper la courbe de coût moyen, de productivité moyenne, au point P2. Et elle va couper la courbe de productivité moyenne en son maximum. C'est-à-dire que c'est la valeur maximale, la valeur moyenne maximale de la production. Ce point P2 correspond à cela. Après, on s'aperçoit que la productivité moyenne diminue, et comme elle diminue, qu'est-ce qui l'explique ? C'est que la productivité marginale, c'est-à-dire de chaque unité supplémentaire utilisée, cette productivité marginale baisse encore plus. C'est ça d'ailleurs qui fait baisser la moyenne, puisque la productivité marginale est plus faible que la productivité moyenne. Donc le point P2 est un point extrêmement important pour la décision sur cette fonction de production de court terme. Alors quand on projette ce point P2 sur la courbe de production totale, je projette P2 sur cette courbe, eh bien, par lecture sur l'axe des ordonnées, eh bien, j'obtiens une quantité à produire. J'ai une quantité à produire, et de l'autre côté, sur l'axe des abscisses, j'ai un nombre d'heures de travail à utiliser. Eh bien, ces coordonnées sont les coordonnées du maximum atteint, de l'optimum de production de court terme. En gros, c'est 27 unités produites avec un peu plus de 2 unités de travail. Voilà la combinaison maximale et qui obtiendra le résultat maximal dans le calcul du producteur. Passé le point P2, on s'aperçoit que les rendements moyens et marginaux sont décroissants, c'est-à-dire que l'utilisation d'heures de travail supplémentaires aboutit à un rendement qui est proportionnellement moindre. C'est tout simplement cela que ça veut dire. Eh bien, ça correspond à une situation où le profit par produit, qui est déterminé par la différence entre le coût et un prix de vente, on n'a pas de prix de vente là, mais c'est effectivement les coûts là qui sont déterminés, eh bien, on va s'apercevoir que à partir de ce point-là, eh bien, tout est décroissant, et donc il va y avoir une baisse du profit unitaire. Okay ? Donc, s'il y a une baisse du profit unitaire après P2, ce qui signifie que le niveau P2 est bien le maximum atteint par le producteur, qui correspond donc au maximum de profit unitaire qu'il peut réaliser. Alors, l'hypothèse, évidemment,
c'est une hypothèse à salaire constant. Hein, mais on est obligé de faire cette hypothèse puisque on n'a pas les conditions du marché du travail, etc. Donc, comme on dit en économie, ceteris paribus, c'est-à-dire tout égal par ailleurs. Hein, je change une variable et je considère que les autres ne varient pas. Autrement, je ne peux pas raisonner. Alors, avant d'atteindre le point P2, eh bien, l'entrepreneur doit envisager d'investir, puisque si il dépasse 27, je vous rappelle que mon équilibre de producteur, c'est 27 unités produites. Ça correspond à la lecture sur l'axe désordonné. Si mon producteur veut fabriquer plus de 27, il peut, dans l'état de cette fonction de production, mais il va gagner de moins en moins d'argent. Donc, son problème, avant d'atteindre ce maximum de 27, peut-être à 25 produits réalisés, c'est d'envisager de passer sur une fonction de production de long terme, c'est-à-dire de pouvoir faire varier la quantité de capital, c'est-à-dire finalement d'investir. Et vous comprenez quel est le sens de dire que la fonction de production de court terme, il n'y a qu'un seul facteur qui varie, le travail, parce que c'est facile d'augmenter ou de diminuer la quantité de travail. Par contre, le facteur qui ne bougera pas, c'est le capital. Le capital bouge dans une entreprise, le volume de capital change grâce à l'investissement. Et vous pouvez comprendre qu'entre la décision d'investissement et le moment où l'investissement va être effectivement capable de produire quelque chose dans l'entreprise, eh bien, c'est du temps long. Prendre la décision d'investir, choisir le bien d'investissement, installer le bien d'investissement, apprendre aux salariés à se servir de l'investissement, puis produire. Donc, ça engage bien l'hypothèse de long terme pour la variation du volume de capital technique est une hypothèse qui est très cohérente avec la réalité. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui explique quand il va falloir produire plus que 27, et avant que cela ne se produise, il va falloir que le chef d'entreprise pense à investir, donc fasse varier la quantité de capital, et par conséquent passe à une problématique de fonction de production de long terme. La fonction de production de long terme. Alors, quelles sont ses caractéristiques à cette fonction de production? Eh bien, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, les deux facteurs, capital et travail, vont pouvoir varier. Donc, il existe de véritables combinaisons. Ce qui veut dire que la forme de la fonction de production revient à Q, quantité, et fonction du nombre d'unités de capital et du nombre d'unités de travail utilisées. Donc Q égale F de K et de L. En conséquence, il existe, sinon une multitude, presque, une grande combinaison de facteurs de production pour chaque niveau de production. Je vais pouvoir faire varier K ou je vais pouvoir faire varier L. Diminuer le nombre de machines utilisées et augmenter le nombre d'heures de travail, puisqu'ils sont partiellement substituables, ou au contraire, augmenter la quantité de capital et diminuer le nombre d'heures de travail. Donc c'est toutes ces combinaisons qui vont se proposer au choix du décideur. Alors, on va représenter ces combinaisons pour différents niveaux de production par des isocans. Qu'est-ce qu'un isocan? Pour chaque niveau de production, il y a un isocan qui représente toutes les combinaisons de facteurs possibles. Donc un isocan, c'est l'ensemble des combinaisons de facteurs possibles aboutissant à un niveau donné de production. Ça doit vous rappeler des souvenirs par rapport au comportement du consommateur, puisque l'isocan est l'homologue, en quelque sorte, de la courbe d'indifférence. Pour un niveau d'utilité donné, eh bien, il existe plusieurs combinaisons de deux biens. Eh bien, l'isocan, en quelque sorte, c'est la courbe d'indifférence du producteur. Mais comme le consommateur, d'ailleurs, et on va pousser le parallèle jusqu'au bout, puisque la méthode d'analyse est similaire, l'entrepreneur est contraint par son budget de la même manière que le consommateur est contraint par son revenu.
Alors, le niveau du budget, c'est lui qui va déterminer, évidemment, différentes combinaisons de facteurs. Hein. Et cela dépend, comme pour la droite de budget du consommateur, du prix des facteurs. On va représenter ces combinaisons, pour un budget donné, par un iso-coût, qui est une droite de budget en fait. Hein, c'est l'équivalent de la droite de budget du consommateur. Donc on retrouve les deux mêmes outils, isocan et iso-coût, qui correspondent à courbe d'indifférence et droite de budget. Donc la démarche, encore une fois, est identique entre le producteur et le consommateur. On pousse encore le similaire de l'analyse avec le consommateur et on va s'apercevoir qu'un iso-coût va toujours être tangent à un seul isocan et que ce point de tangence entre l'iso-coût et l'isocan, eh bien, va constituer l'optimum du producteur de la même manière que le point de tangence entre une courbe d'indifférence et une droite de budget pour le consommateur détermine son optimum. Alors, on peut proposer une représentation de ces iso-coûts et de ces isocans. Cette représentation est identique à celle que l'on a pu faire pour le consommateur, à savoir que l'on va avoir plusieurs droites de budget parallèles, là dans mon cas plusieurs iso-coûts qui sont parallèles, et que l'on va avoir, pour chaque iso-coût, on va avoir un isocan tangent. Sur chacun de ces points qui correspondent donc à l'augmentation du budget de l'entreprise, sur chacun de ces points, eh bien, le producteur aura réalisé son équilibre. Et donc, ayant réalisé son équilibre, il va voir s'il peut passer à la situation supérieure, c'est-à-dire à un isocan supérieur et un iso-coût supérieur. Si je relie tous les points d'équilibre, c'est-à-dire tous les points de tangence entre les isocans et les iso-coûts, eh bien, je vais obtenir ce qu'on appelle le sentier d'expansion de l'entreprise, c'est-à-dire, précisément, sa croissance. Hein? Donc voilà comment devrait être la croissance de l'entreprise en fonction de son budget, du prix des facteurs de production et des différentes hypothèses concernant la combinaison des facteurs de production. Donc c'est ce que je vous disais, le passage d'un optimum à l'autre suppose une augmentation du budget, donc de l'investissement, hein, à la fois pour recruter des salariés supplémentaires, mais aussi pour acquérir des biens de production supplémentaires. Alors voyons comment, à partir des fonctions de coût, le chef d'entreprise va pouvoir pratiquer un calcul qui va lui permettre de déterminer le profit maximum. Alors les offres. D'abord, sur quoi peut agir l'entrepreneur? Il ne peut pas agir sur le prix de vente. Pourquoi? Parce que le prix de vente, c'est un prix de marché. Je vous rappelle qu'on est dans un environnement où on considère que le prix est déterminé par les marchés, c'est-à-dire par la confrontation de l'offre et de la demande. Donc, qu'aucun offreur en particulier n'est en capacité d'agir sur le prix. Il ne peut pas décider du prix du marché. Alors c'est très embêtant parce que pour maximiser le profit, le prix est quelque chose d'important. Qu'est-ce que le profit d'une entreprise? Finalement, c'est sa marge, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente d'un produit et son coût total. C'est donc cette marge multipliée par le volume de produits fabriqués. Voilà ce qu'est le profit pour une entreprise. Si on dit que la marge est la différence entre le prix de vente et le coût total, eh bien si on ne peut pas bouger le prix de vente, pour pouvoir augmenter mon profit, je ne vais pouvoir jouer que sur les coûts. Donc la seule possibilité pour un entrepreneur, pour maximiser son profit, ça va être de
tout faire pour arriver à diminuer ses coûts. Et c'est donc cela dont il est question. On dit que les offreurs sont price takers, c'est-à-dire preneurs de prix. Le prix il est sur le marché, c'est une donnée qui s'élabore en dehors d'eux, ou si vous voulez, ils ne font qu'y contribuer en tant que producteurs particuliers parmi beaucoup d'autres. Donc ils sont price takers. Ça va s'opposer à l'univers de la concurrence imparfaite, où les offreurs auront le droit, auront la possibilité de modifier le prix. Et là, on dira que ces offreurs sont price makers, c'est-à-dire faiseurs de prix. Donc là, on ne peut pas faire varier le prix de vente, et pour maximiser le profit, ils ne peuvent donc qu'agir sur les coûts des offreurs. Et c'est l'idée de cette fonction de coût. Alors, on va essayer d'augmenter la marge unitaire, et puis augmenter le volume produit. Mais le volume produit ne dépend pas d'eux, puisque ça dépend aussi des tendances de la demande. Et donc, ils ne maîtrisent pas le volume qui va être demandé. Alors, comment fait-on pour déterminer un profit unitaire maximum? Parce qu'en fait, il y a deux maximisations du profit. D'abord, sur un bien en particulier, quel est le profit maximum que je peux faire sur ce bien? C'est l'idée de profit unitaire. Ça veut dire à quel moment je vais avoir le coût le moins élevé, et donc la marge la plus importante. Ça, c'est la détermination du profit unitaire. Et puis, on a la détermination du profit total, c'est-à-dire jusqu'où je dois produire pour encore gagner de l'argent. La maximisation du profit total, c'est bien cette règle que de dire jusqu'à quel volume je vais produire, au-delà duquel je ne gagnerai plus d'argent, en quelque sorte. Alors, la règle de la détermination du profit unitaire maximum, elle est assez simple. Il faut connaître cette règle. Eh bien, le profit unitaire maximum est atteint lorsque le coût marginal égalise le coût moyen. Alors, il faut peut-être revenir sur la définition de ces termes. Qu'est-ce que le coût marginal? Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Comment on le calcule très concrètement? Eh bien, je connais mon coût total pour 8 produits, je connais mon coût total pour 7 produits, et bien quand je soustrais à mon coût total pour 8 produits, mon coût total pour 7 produits, j'ai le coût du 8e produit. J'ai le coût marginal du 8e produit. On verra que mathématiquement, quand on a une fonction de production, une fonction de coût plus exactement, eh bien, on utilisera l'outil de la dérivée première pour trouver effectivement le coût marginal d'un produit en particulier. Le coût moyen, lui, c'est beaucoup plus simple, c'est le coût total qui est divisé par le nombre d'unités produites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le coût moyen coupe le coût marginal. Enfin, la courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle la coupe, eh bien, au-delà, le coût marginal devient supérieur au coût moyen. C'est-à-dire que le coût de toute unité supplémentaire est supérieur au coût moyen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va faire remonter le coût moyen, puisque le coût marginal de la dernière unité rentre dans la moyenne. Donc dès que ma courbe de coût marginal aura croisé ma courbe de coût moyen, eh bien je suis sûr, comme mon coût marginal est supérieur à mon coût moyen, je suis sûr que ça va faire remonter mon coût moyen. Si ça fait remonter mon coût moyen, ça fait baisser ma marge, la différence entre le coût moyen et le prix de vente, et si ça fait baisser la marge, ça fait baisser le profit. Donc, voilà comment on peut réfléchir sur cette détermination du profit unitaire maximum. Alors, on s'aperçoit, règle de progression des coûts moyens et marginaux, on s'aperçoit qu'il y a d'abord une décroissance des coûts, c'est-à-dire que ça coûte de moins en moins cher, et qu'à un certain moment, eh bien, il y a inversion de la tendance, c'est-à-dire que coûts moyens et coûts marginaux réaugmentent. On a compris que le coût moyen y réaugmentait dès lors que le coût marginal était supérieur à lui. C'est ce qu'on appelle les rendements croissants, c'est-à-dire quand le coût moyen et marginal décroît, les rendements sont croissants.
et ils deviennent décroissants dès lors que le coût moyen et marginal augmente. Alors, maintenant, deuxième problème, et c'est le problème le plus important, parce qu'à la limite, le profit unitaire, c'est l'entrepreneur en a assez peu, n'en a rien à faire. C'est pas très significatif d'un point de vue économique. Par contre, le profit total, évidemment, c'est sa motivation. Hein, donc c'est là-dessus qu'il va focaliser son attention. Donc la règle de détermination du profit total est la suivante. Eh bien, le profit total est au maximum quand le coût marginal égalise le prix de vente. Alors, ça veut dire quoi? Quand le coût de production, le coût total de la dernière unité produite est égal au prix de vente. C'est-à-dire que sur cette dernière unité produite, il n'y a pas de bénéfice. Mais jusque-là, il y en avait. Si je continue, il n'y a plus de bénéfice, mais il va y avoir même une perte, c'est-à-dire que le produit va me coûter plus cher que son prix de vente. Donc, il faut que je ferme ma production à ce niveau-là pour maximiser mon profit total, puisque ensuite, je perds de l'argent. En ce point, au point où le coût marginal égalise le prix de vente, eh bien, le profit est égal à la marge sur coût moyen que multiplie le volume produit. Je vous montrerai graphiquement, c'est très très simple pour arriver à déterminer l'importance du profit. Marge sur coût moyen, c'est-à-dire la différence entre le coût moyen et le prix de vente, que multiplie la quantité produite. Donc, représentation graphique et détermination du profit maximum. Alors, on a pris quelques données. Donc, on a une production qui varie de 10 en 10, de 10 à 70, pour lesquelles on a un coût unitaire moyen qui est décroissant dans un premier temps, 70, 65, 55, 50, 45, 40, puis croissant, 42, 43, 47. On peut déterminer aussi le coût marginal unitaire. Donc le coût marginal unitaire est de 55 pour 20 unités, 45 pour 30, donc là aussi on voit qu'il est décroissant. Il est décroissant jusqu'à 50 unités, ce coût marginal unitaire. Et au-delà de 50, ou entre 50 et 55, puisqu'on n'a pas le détail, eh bien, on s'aperçoit que le coût marginal unitaire redevient croissant. Hein, donc ça illustre bien la tendance que je vous ai énoncée tout à l'heure. D'abord des rendements croissants avec baisse des coûts moyens et marginaux, et ensuite rendement décroissant avec augmentation des coûts moyens et marginaux. Notre prix de vente, quant à lui, il est inchangé, il n'y a aucune raison qu'il change. Il est élaboré de manière externe à l'entreprise, extérieure à l'entreprise. L'entreprise n'a pas de prise dessus et il a été fixé par le marché à 60. Alors regardons ce qui se passe sur la représentation graphique. Donc, j'ai ma droite de prix, 60, qui ne varie pas. Ensuite, j'ai deux courbes. J'ai ma courbe de coût unitaire moyen, avec les données qui ont été fournies, et puis j'ai la courbe de coût marginal. Alors, on voit bien que quand la courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen, c'est-à-dire en ce point, on voit bien que c'est le minimum de la courbe de coût moyen. En conséquence, c'est là où la distance avec le prix de vente est maximale. Donc, c'est bien là que ma marge unitaire est maximale. Hein, on a vérifié graphiquement, on ne démontre jamais avec un graphique, mais on a vérifié graphiquement qu'effectivement, le point de croisement de la courbe de coût marginal et de la courbe de coût moyen, eh bien, détermine la quantité produite où la marge sur coût moyen est la plus importante. Donc, la maximisation du profit unitaire se trouve quelque part entre 50 et 55 produits. Par contre, mon profit maximum, eh bien, il va être atteint au point où mon coût marginal égalise le prix de vente, c'est-à-dire à ce point-là. Évidemment, ça coûte 60, je le vends 60, là je ne gagne plus rien. Mais sur toutes les unités, j'ai gagné. Et donc c'est ces gains unitaires qui vont être additionnés pour donner mon profit total, en quelque sorte. Alors si
on veut s'amuser à mesurer l'importance du profit, eh bien, il suffit de prendre la marge sur coût moyen, hein, c'est le bénéfice unitaire, que je multiplie par le nombre de produits, et donc, avec la limite de ma droite de prix, la surface représentée par ce rectangle représente la surface du profit. Donc là, j'ai déterminé graphiquement quelle était l'importance du profit. Je vous rappelle la règle, marge au point de maximisation, je regarde quelle est la marge sur coût moyen, d'accord, c'est mon profit unitaire, que je vais multiplier par le nombre de produits, et donc l'aire de cette surface-là représente le profit de l'entreprise, qui est un profit maximum. Alors, le producteur va pouvoir formuler sa fonction d'offre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fonction d'offre du producteur? Eh bien, du point de vue du producteur, après avoir fait les calculs que je viens de vous exposer, à chaque niveau de prix, hein, puisque évidemment, vous comprenez bien que la condition de maximisation, elle va dépendre du niveau du prix. Si le prix est de 70 dans mon exemple précédent, évidemment, le point de croisement entre la droite de prix et le coût marginal va changer. Hein, donc à chaque niveau de prix, on a une quantité qui correspond au profit maximum. Et donc, en fonction de ça, eh bien, pour chaque niveau de prix, chaque entrepreneur va fixer les quantités qui maximisent son profit. D'accord? Et ce faisant, il va proposer une courbe d'offre, une fonction d'offre, hein, fonction de ce profit. La règle de la fonction d'offre, c'est que les quantités proposées, les quantités offertes, eh bien, vont diminuer avec le prix de vente, c'est-à-dire que quand le prix baisse, les offreurs produisent moins. Pourquoi? Eh bien parce que généralement ça veut dire que leur profit est diminué, d'après ce qu'on vient de dire. Et donc, les entrepreneurs sont moins motivés. Hein? Alors, on dit que l'offre, à l'inverse de la demande, est une fonction croissante du prix. Ça veut dire que quand le prix augmente, l'offre augmente. Quand le prix baisse, l'offre diminue. C'est strictement l'inverse de la demande. Donc l'offre est une fonction croissante du prix. Comment passe-t-on de la fonction d'offre du producteur individuel à la fonction d'offre globale? Eh bien, on a déjà vu la problématique par rapport au consommateur, par rapport à la courbe de demande. Eh bien, par simple sommation, on va effectivement arriver à tracer une courbe d'offre. L'offre globale est pour chaque niveau de prix la somme des intentions de chaque producteur. On n'est bien que dans l'intention là, hein. On est dans le calcul et effectivement, à tel niveau de prix, chaque producteur a l'intention de proposer au marché telle quantité. Alors, exemple, on prend 4 entreprises qui se disputent le même marché. Le prix de vente peut varier de 8 € à 22 € et chaque entreprise a déterminé le volume de production à chaque niveau de prix qui maximisait son profit. Donc pour l'entreprise A, par exemple, si le produit est vendu à 8 €, eh bien, son profit sera maximum pour 300. Pour l'entreprise B, ce sera 50. Pour l'entreprise C, ce sera 100. Et l'entreprise D, 220. Alors, si on regarde comment ça évolue, on voit bien que, généralement, quand le prix augmente, on passe de 8 € à 22 €, on voit que les quantités proposées par chaque offreur augmentent. Ce qui montre bien que l'offre est une fonction croissante du prix. Plus le prix est élevé, et plus l'offre est conséquente. On passe de 670 produits offerts au total au prix de 8 € à 1300 produits à 22 €. Ce qui prouve bien, encore une fois, que l'augmentation du prix motive l'offreur. Alors ben voilà, la courbe d'offre globale, elle est simple. À chaque niveau de prix, j'additionne les intentions de chaque entreprise.
Donc pour 8 euros, c'est 300 plus 50 plus 100 plus 220 égale 670. Évidemment, il est très facile de représenter cela derrière. J'ai mes 4 courbes d'offres particulières de mes 4 entreprises et par sommation, eh bien, j'arrive en noir à déterminer une courbe d'offre globale, dont la pente montre qu'effectivement, c'est une fonction croissante du prix. La pente aussi est très révélatrice de la règle que je viens de vous donner.